L'hiver en Europe médiévale n'était pas simplement une saison froide, c'était une épreuve d'endurance constante. Lorsque les premières gelées recouvraient les champs et que le ciel se faisait gris pendant des semaines, une lutte silencieuse s'engageait entre l'homme et la nature. Il n'y avait ni radiateur, ni couvertures chauffantes industrielles, ni interrupteurs pour allumer le chauffage instantanément. Tout dépendait de décisions prises des mois, voire des années, à l'avance. La survie ne commençait pas avec les premières neiges, mais dès l'instant où l'on choisissait où et comment construire sa maison. Au Moyen-Âge, choisir le bon terrain exigeait un savoir-faire considérable. Les familles ne construisaient pas leur maison au hasard. Elles observaient la direction des vents dominants, la course du soleil tout au long de la journée et le comportement de l'eau pendant la saison des pluies. Une erreur dans ce calcul pouvait entraîner des murs humides, des maladies chroniques et, dans le pire des cas, la mort lors du premier hiver rigoureux. Les versants exposés au sud ou au sud-est étaient particulièrement prisés. En hiver, les rayons du soleil frappèrent directement les murs pendant plusieurs heures, permettant à la structure d'absorber une petite quantité de chaleur, essentielle à son équilibre. À l'inverse, les collines exposées au nord étaient évitées, car les vents froids pouvaient s'infiltrer par la moindre fissure et dissiper la chaleur accumulée en quelques minutes. Elles n'étaient pas non plus construites au sommet d'une colline, où le vent soufflait sans obstacle, ni au fond de profondes vallées, où l'air glacial et l'humidité stagnaient comme un piège invisible. L'emplacement idéal était une zone intermédiaire, suffisamment élevée pour éviter les inondations, mais protégée par la géographie naturelle. C'était un équilibre subtil, une sorte d'alliance avec le paysage. Les villages que les archéologues découvrent aujourd'hui témoignent d'une harmonie surprenante avec leur environnement naturel, preuve que ces communautés comprenaient leur milieu avec une précision quasi scientifique, même si elles ne l'ont jamais qualifié ainsi. Un autre facteur crucial était l'accès à l'eau. Un cours d'eau à proximité était essentiel, mais il devait se situer à une distance suffisante. Les crues printanières pouvaient tout emporter si la maison était trop proche du cours d'eau. Les cours d'eau abrités du vent étaient les plus recherchés, car ils mettaient plus de temps à geler complètement. Même pendant les semaines les plus froides, ils offraient une source d'eau, lorsque le reste du paysage était recouvert d'une épaisse couche de glace. La proximité de la forêt était également cruciale. Le bois de chauffage était la seule source de chaleur. Chaque bûche devait être coupée, transportée et stockée des mois à l'avance. Vivre loin des forêts impliquait de parcourir de longues distances en transportant de lourdes charges par des températures extrêmes. L'énergie ainsi gaspillée pourrait servir à d'autres tâches. C'est pourquoi de nombreuses maisons étaient construites en lisière de forêt, où abondaient non seulement les arbres, mais aussi la mousse, l'écorce, l'argile riche et autres ressources essentielles à la construction. Le type de sol a influencé la conception de la maison. Les sols argileux offraient une meilleure isolation et une moindre infiltration d'eau. Les surfaces rocheuses, en revanche, étaient froides et difficiles à travailler. Dans les régions au sol meuble, les constructions pouvaient être surélevées grâce à une ossature bois. Dans les zones plus compactes, des espaces semi-enterrés étaient creusés afin de profiter de la température stable du sous-sol. Une fois l'emplacement choisi, la construction commença. Les murs n'étaient pas de simples barrières physiques, ils servaient aussi d'accumulateurs thermiques. On choisit des rondins épais, droits et robustes, capables de conserver la chaleur du feu pendant des heures. Les joints entre chaque pièce devaient être quasi parfaits. Le moindre interstice risquait de créer un canal par lequel l'air glacial s'infiltrait impitoyablement. Pour sceller ces espaces, on utilisa un mélange de mousse humide, de fibres végétales et d'argile, des matériaux qui, en séchant, formaient une couche compacte et étonnamment efficace. Dans certaines régions, l'extérieur était recouvert d'un mélange de boue et de paille, créant une couche supplémentaire qui protégeait de l'humidité et renforçait l'isolation. L'esthétique n'était pas le but recherché, la fonctionnalité absolue primait. Chaque centimètre carré du mur avait une fonction précise. La toiture représentait l'un des défis les plus complexes. Elle devait supporter le poids de la neige accumulée pendant des mois sans s'effondrer. C'est pourquoi elle fut construite avec une forte pente facilitant l'écoulement de la neige. Cependant, une fine couche de neige n'était pas un ennemi. Au contraire, elle agissait comme un isolant naturel, emprisonnant l'air entre ses couches et contribuant à conserver la chaleur intérieure. Sous cette couverture, on trouvait plusieurs couches, de l'écorce imperméable, de la végétation sèche et, dans certains cas, de la terre compactée qui, avec le temps, s'était recouverte d'une fine couche de végétation vivante. Les ouvertures étaient minimales. Les fenêtres, lorsqu'elles existaient, étaient petites et orientées du côté le plus ensoleillé.
Elles étaient recouvertes de membranes animales ou de parchemins traités qui laissaient passer la lumière, mais pas le vent direct. Lors des tempêtes, elles étaient entièrement scellées par des panneaux de bois renforcés. L'entrée n'était pas qu'un simple passage. De nombreuses maisons comportaient un petit espace intermédiaire faisant office de tampon thermique. Celui-ci emprisonnait l'air froid avant qu'il ne pénètre dans la pièce principale. Même le seuil surélevé avait une fonction: empêcher les courants d'air froid qui se propageaient le long du sol de s'infiltrer à l'intérieur. La conception tout entière obéissait à une logique implacable: préserver chaque degré de chaleur comme un trésor. Rien n'a été laissé au hasard. Les familles ont travaillé tout l'été et l'automne en pensant à l'hiver à venir. Chaque décision structurelle était le fruit de générations d'essais et d'erreurs, d'hivers surmontés et de leçons tirées des erreurs passées. Loin d'être de simples constructions rudimentaires, ces habitations étaient de véritables machines à survivre, adaptées au climat et au terrain, avec une ingéniosité pratique qui continue d'émerveiller les chercheurs et les historiens. Le foyer médiéval ne protégeait pas seulement du froid, il représentait la frontière entre la vie et la mort lorsque le monde extérieur se transformait en glace. Si l'emplacement et la structure extérieure étaient essentiels, le véritable secret de la survie résidait à l'intérieur. C'est là, au cœur de l'habitation, que se concentrait la technologie la plus importante de toute la maison, le système de chauffage. Sans feu, ni les murs épais, ni le toit le mieux conçu ne pouvaient protéger une famille d'une exposition prolongée au froid. Dans de nombreuses régions d'Europe de l'Est, une solution extraordinaire fut mise au point qui allait devenir un symbole culturel: le four russe. Il ne s'agissait pas d'un simple four de cuisson, mais d'une structure massive en argile, en pierre et en briques crues, conçue pour emmagasiner la chaleur pendant de longues périodes. Ces dimensions pouvaient occuper une part considérable de l'unique pièce de la maison, mais cet espace n'était pas un luxe, mais un investissement vital. Le principe était à la fois simple et ingénieux. Au lieu de laisser la chaleur du feu s'échapper rapidement par la cheminée, la fumée chaude circulait dans un système de conduits internes avant d'être expulsée. Durant ce trajet, elle transférait son énergie thermique aux parois épaisses du four. Ces parois absorbaient la chaleur comme une gigantesque batterie et la restituaient lentement, jour et nuit. Une seule combustion intense pouvait ainsi maintenir une température stable pendant près de 24 heures. Au-dessus de cette structure se trouvait une plateforme où l'on pouvait se reposer. Y dormir n'était pas un luxe, c'était l'endroit le plus chaud de la maison. Les personnes âgées, les enfants et les malades occupaient cet emplacement privilégié, protégé du froid qui s'accumulait près du sol. Lors d'un hiver particulièrement rigoureux, cette différence de température pouvait faire la différence entre la guérison et l'aggravation fatale d'une maladie. Mais le poêle ne servait pas qu'à une seule chose. Il faisait aussi office de cuisine, de séchoir et de système de conservation. On y déshydratait champignons, herbes médicinales, baies et lanières de viande. La fumée agissait également comme un conservateur naturel. En l'absence de réfrigération, prolonger la durée de conservation des aliments était tout aussi important que de chauffer l'espace. La maîtrise du feu exigeait de l'expérience. L'allumer correctement nécessitait une séquence précise, d'abord du petit bois d'allumage, puis des bûches plus épaisses, en contrôlant le flux d'air pour éviter une fumée excessive à l'intérieur. Une seule erreur pouvait remplir la pièce de gaz dangereux. L'intoxication au monoxyde de carbone représentait un risque réel dans les espaces clos. C'est pourquoi la ventilation était tout aussi cruciale que le chauffage. Dans les habitations partiellement enterrées, le défi était encore plus grand. Ces constructions tiraient parti de la température relativement constante du sous-sol. À une profondeur d'1 ou 2 mètres, le sol maintient une température bien plus stable que l'air extérieur. Cette caractéristique permettait de réduire considérablement la consommation de bois de chauffage. Il n'était plus nécessaire de lutter contre des températures extrêmes. La terre offrait une base thermique naturelle. Cependant, la construction de ces espaces exigeait une planification méticuleuse. Les parois excavées durent être renforcées par du bois ou de la pierre pour éviter tout effondrement. Le toit, recouvert de couches de végétation et de terre compactée, constituait une barrière isolante extraordinaire. De l'extérieur, il se fondait souvent à peine dans le paysage.